Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je ne m'arrête pas encore ici, je m'arrêterai quand j'en aurai à peu près terminé, bien sûr si je tiens encore le rythme, mais bon, je vais encore d'un DVD de catch, et c'est encore à l'époque WWF, donc, donc pour World Wrestling Federation, bien sûr connu sous le nom de WWE, World Wrestling Entertainment. Et du coup, ce DVD auquel vous avez vu la miniature et auquel je vais vous montrer directement. Donc c'est Rebellion 2001 qui s'était déroulé le 3 novembre 2001 à Manchester, England, donc en Angleterre. Et du coup, c'est ce show-là auquel on va parler avec bien sûr Stone Cold, The Rock, Kurt Angle, Chris Jericho. Et voilà, je pense que c'est un peu fait pour les présentations de cela. Donc bien sûr, il y a un seul DVD, bien évidemment. Voici les affrontements avec les magnifiques images. Tout ce que je sais, c'est que je vais passer ce qu'il y a eu dans le bonus, donc extra. Alors on a Geddes, Rebellion, Star, Started, Angle Defect et... Et si je me trompe pas, la rivalité entre The Rock et Stone Cold Steve Austin. Et pour les deux matchs dans le bonus, c'est un seul d'épisode de Raw et bien sûr l'autre ce sera un épisode de SmackDown. Donc pour l'épisode de Raw, c'est The Rock contre Chris Jericho pour le titre de la WCW qui était en jeu. Donc oui, pour le titre du monde poids lourd. Et auquel le match était très épique entre Y2J et Rocky. Donc un sacré bon match, même pour un épisode d'Euro, ça cartonne rien qu'à voir deux gros performeurs qui donnent leur max et qui font du bon taf. Il n'y a rien de plus que je pourrais en citer là-dessus, si ce n'est que c'était énorme entre les deux. Et pourtant, certes, Jericho, c'était lui le champion, mais, euh, mais en tout cas, il va se faire perdre par The Rock après une multitude d'échanges à deux et que les deux savent comment très bien matcher sur le ring. Il n'y a pas à dire. Ce sera malgré tout de même The Rock qui arrive à remporter le titre et qui va également bien sûr lui donner un coup de ceinture au visage. Et bien sûr, ce moment-là, bien sûr, je n'oublie pas, c'était après que le show Rebellion soit terminé, hein. Bien sûr, bien évidemment, hein, parce que Jericho était encore champion et il allait affronter pas mal de personnes, notamment Kurt Angle, surtout Kurt Angle. Et lorsqu'il a croisé le fer avec The Rock, c'est là-haut qu'il a perdu. Et pourtant, mauvais perdant qu'il était, il attaque avec le titre et il le passe à tabac. Et voilà comment se termine ce segment après-match. Enfin, le post-show, enfin le post-match, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, ce match-là, je lui mets 4,40. Donc voilà. Maintenant, je passe du côté de SmackDown. Donc voilà. Entre The Undertaker, qui est seul pour affronter Stone Cold Steve Austin et Kurt Angle. Dans un épisode de SmackDown, bien sûr. Donc c'est un match handicap de 2 contre 1. Et ce qui est sûr, c'est que les deux étaient presque à ça de battre le Deadman. Mais ce que je pourrais dire au début, c'est que les deux faisaient un genre de mini-plan. On va monter à deux dans le ring pour essayer de prendre le dessus, mais sauf que ce sera Kurt Angle qui va s'élancer et Austin qui reste à l'extérieur. Et du coup, c'est un peu un piège vu comment il envoie au casse-pipe Stone Cold. Et face à l'Undertaker, il passe à tabac le médaillé d'or olympique. Et à un certain moment, quand Steve Austin voulait venir, il va s'en manger aussi une danse de la part du Phenom, enfin plutôt de l'American Badass. Et j'ai pas trop grand chose à en dire, si ce n'est que ils envoient du lourd, ils envoient du bois aussi, et que après l'échange aussi à deux, ils vont au moins coopérer en équipe pour un
petit temps, mais malgré tout, l'Undertaker, il aura quand même l'avantage et aussi le dernier mot à la fin. Oui, parce que je vais peut-être dire et spoiler la fin. Certes, Stone Cold ou Kurt Angle, soit ils étaient faits pour gagner le match, pour affaiblir le Phenom, ou bien tout simplement de penser qu'à leur tronche et de faire ce qu'ils ont envie de faire à leur façon. Et du coup, c'est un peu ce manque de coalition qui va permettre à l'Undertaker de battre Stone Cold et Kurt Angle. Et pourtant, même qu'il aura gagné le match, eh ben, il se fera quand même attaquer par les deux. Donc c'est pour vous dire que malgré la victoire, eh ben, lorsque tu te fais passer à tabac, tu te fais un peu passer pour un perdant. Et c'est un peu comme avec The Rock, lorsqu'il a gagné le titre, eh ben, il se fait attaquer et il fait genre qu'il est un petit peu perdant alors que c'est lui le vainqueur. Mais bon, ça c'est ce que je pourrais dire la fin de cela. Donc ce match-là, 4,20. Et là, maintenant, on passe du côté du show Rebellion. Parce que dans le show Rebellion, je sais qu'il y a un match du pré-show. Et le match du pré-show, c'est un match par équipe entre Billy Gunn et Chuck Palumbo, les deux anciens amants gays auxquels ben, ils n'étaient pas réellement gays. Et ils n'étaient pas accompagnés par Rico Constantino, on dirait à l'époque. Alors que je... Ah bah oui, c'est vrai, il était encore à la OVW, dans le centre de développement de la WWE à l'époque. Et du coup, bah, ils affrontent Justin Credible et Lance Storm. Une équipe au hasard tout à fait random, sans, sans la moindre charisme ni prestance. Bon, c'est vrai que Lance Storm, il pourrait piocher dans cette case parce que c'est vrai que contrairement à Jericho, bah, il a pas le charisme nécessaire de Jericho. Malgré son talent in-ring, ça ne sauve pas la donne quand tu n'as pas ce qu'il faut qui pourrait correspondre à la WWE à l'époque. Et pourtant, bah, il se fait perdre par Billy et Chuck, tout simplement. Donc ce match-là, 3,20. Et là, on passe directement à la carte principale. Et dans cette carte principale, ben, c'est pour le titre intercontinental de la WWE dans un match en cage entre Edge, qu'on connaît bien sûr sous le nom actuel de Cope, ou Adam Copeland, mais il restera pour toujours à jamais sous le nom de Edge contre tout simplement Christian, que on connaît bien sûr sous le nom de Cage, Christian Cage, mais pareil, on le connaîtra toujours sous le nom de Christian. Voilà, je pense que vous arrivez à suivre ce que je veux dire. Match en cage, plutôt sympa, sans forcément dire de grand chose de grandiose. Mais d'ailleurs, ce match-là, je sais même pas si j'ai un petit doute si je l'ai déjà cité dans les meilleurs matchs en cage, parce que dans ce coffret, peut-être qu'il faut que j'aille voir. Donc excusez-moi, je vais un petit peu aller voir et je viendrai vers vous après. À tout de suite. Eh ben, je viens de vérifier parmi les vidéos sur les DVD de catch de match en cage que j'ai pu faire des reviews là-dessus. J'ai essayé de creuser, de savoir si je l'ai fait ou pas, s'il est bel et bien présent ou pas. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il n'était pas présent. Donc ça se trouve, bah, soit c'est peut-être une coïncidence ou plutôt un truc qui est passé sous silence. En même temps, certes, Edge et Christian, à l'époque, ils étaient en rivalité parce que les deux. Je crois que c'était Christian qui venait de trahir Edge, vu comment Edge commençait à exploser en solo. Et d'ailleurs, c'est comme avec les Hardys. Hein. C'est comme avec les Hardys. On voyait bien que Jeff Hardy était plus populaire que son frère Matt, et que c'est pour ça qu'ils ont fait tourner Matt et pas Jeff. Donc, comme quoi la roue tourne quand l'un des équipes parmi les deux arrive à mieux fonctionner. Et du coup, ben, Edge, il fait bel et bien exception qu'il a bien cartonné. Et du coup, ben, pour Christian, ben, lui, il voit ça comme une jalousie, décide de se venger de son meilleur ami pour
pour espérer d'avoir la lumière sur lui. Et pourtant, Christian, malgré qu'il était surestimé ou sous-estimé, sous, bref, vous voyez de quoi je parle, mais pourtant il arrive quand même à bien briller, mais pas autant que Edge, malheureusement. Et du coup, les deux se livrent une bataille bah, de manière épique, de voir qui est le meilleur des deux. Je crois qu'à un moment donné, Christian avait déjà pris le dessus sur Edge, mais par la suite, par les autres matchs, ce sera plus Edge qui aura le dessus. Et du coup, ce match-là, dans un match en cage, est un peu l'exception de qui pourrait sortir vainqueur, grandi et qui pourrait avoir un avenir plus radieux à la WWE. C'est là auquel tout se joue. Et du coup, pas mal de spots ont été teasés dans le match, même des teasations de la cage. Et ce qui est sûr, c'est que dans le climax, certes, les deux se livrent en hauteur pour se battre mutuellement pour voir qui allait lâcher. Et au moment où je crois que Christian était presque à deux doigts de sortir et de montrer à quel point il peut se sortir vainqueur en battant quelqu'un comme Edge. Edge le neutralise, il lui bloque les pieds sous les barreaux, parce que au début on pensait que c'était une cage en grillage, et forcément c'est des cages en barreaux. Donc il le coince les jambes, et c'est à cet instant-là auquel Edge il utilise un énorme coup de coude à la volée pour qui touche également le sol en dehors du ring pour devenir le vainqueur du match. Donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre. En gros, il est coincé, il fait descendre du coude et, euh, et à cet instant T auquel ils sont bel et bien à l'extérieur, et il remporte le match haut la main en conservant son titre et peut-être en avoir terminé avec Christian, où je pense qu'ils vont encore s'affronter. Je sais que j'avais déjà fait les reviews de leurs matchs, mais ça vient pas toujours en tête, malheureusement. Parce que parfois, j'ai tendance à oublier, malheureusement. Donc voilà. Ce match-là, 3,70 ou 70. Bref, peu importe. Ensuite, match suivant, là où il n'y a pas d'enjeu, entre Scott Taylor, donc Scotty to Hottie, contre The Hurricane, donc qui dit Gregory Shenhems. Et comme je l'ai dit, ce match-là, il n'y a pas forcément d'enjeu, ce n'est que on a un gars qui adore faire le ver de terre et un gars qui aime beaucoup jouer les super-héros. Et du coup, c'est un peu WWF contre l'Alliance mélangée avec la WCW et la ECW. Donc c'est sûr, deux camps s'affrontent, parce qu'à l'époque c'était le camp de Shane et Stephanie McMahon contre le camp de Vince McMahon. Et c'était, on va dire, une lutte entre guillemets sans merci, et pourtant ça n'a pas fait grand intérêt. On se rappelle du segment raté de l'invasion, auquel ça a été totalement foiré de chez foiré. Pourtant, il y avait des bons éléments, mais c'était totalement foiré. Et j'en pèse mes mots là-dessus. Donc j'ai pas besoin de trop développer à ce match-là, ce n'est que c'est un match totalement anecdotique et auquel c'est victoire de Scotty to Hottie. Voilà, sans trop me prendre la tête. Ce match-là, certes, anecdotique, mais plutôt pas mal, donc je mets un 3,5 pour le côté divertissant. Ensuite, le Big Show contre Diamond Dallas Page, donc DDP. Et pareil, c'est un match totalement anecdotique auquel il n'y a pas d'enjeu. Et c'est à l'époque où lequel DDP jouait les stalkers au lieu du mec qui aime tailler le diamant. Là, c'était plutôt un stalker. Il aime harceler, espionner notamment les filles sous la douche. Donc, l'ex-femme de l'Undertaker, Sarah, on se rappelle très bien de ce moment-là auquel il voulait rentrer en collision avec le Deadman et il s'est fait botter le derrière. Parce que oui, à l'époque, quand la ECW et la WCW ont été achetées par la WWF, et
je vais poursuivre après ça parce que j'entends des grattements aux côtés de ma porte. Ça me saoule que mon petit toutou, que j'adore beaucoup, me dérange pendant que je suis en train de parler avec vous. Allez, à tout de suite. Donc oui, je poursuis ce que je voulais dire. Disons qu'un coup qu'ils ont été achetés par la WWF, donc WCW et ECW, bah, la tradition qu'ils vont avoir la plupart des catcheurs de la WWE, et ça c'est les plus confirmés, bah, c'est de enterrer les catcheurs qui venaient de structures différentes pour leur montrer leur suprématie, pour montrer à quel point bah, la WWE a été la meilleure pendant la guerre des audiences, pendant la guerre des Monday Night Wars entre Nitro et Raw. Donc du coup, ça va être longtemps un récit qui va se propager à travers le temps, même à l'époque en 2015 lorsqu'ils ont voulu bah, nous montrer à quel point bah, c'était eux les plus supérieurs. Et du coup, bah, cette arrogance et cette prétention pour leur montrer que voilà, les deux compagnies ont fait de la merde alors que la WWF est encore en vie et même jusqu'à aujourd'hui sous le nom de WWE. Bon, on peut être d'accord sur un certain aspect comme celle-ci, mais si à l'époque la VVE aurait fait énormément de merde et que elle est en dessous et qu'il est au fond du trou, bah ce qui est sûr c'est que la WWE ne serait pas là auquel ils en sont aujourd'hui. Clairement pas. Donc ouais, donc DDP faisait partie du tableau de chasse de l'Undertaker, de Triple H. Et d'ailleurs, ce qui est sûr, c'est que Triple H va beaucoup insister là-dessus pour dézinguer la plupart des catcheurs WCW et même de la ECW. Alors, pour X ou Y raison, on pourrait se dire, même si c'est ça, on s'en bat les couilles, vu comment la plupart ont été des enflures, mais des enflures qui aiment montrer leur arrogance en montrant que c'était eux les plus supérieurs aux autres. Bref, j'en ai assez tout dit là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce match-là, si ce n'est que DDP était presque à deux doigts de remporter le match. Le Big Show, certes aussi résistant soit-il, ben, dégage du tombé du Diamond Cutter, je crois. Ou alors, ou alors il se fait battre en un rien de temps, DDP. À ce moment-là, j'ai pas trop regardé parce que j'étais trop distrait. Et parfois, je manque parfois de concentration. Donc, je pourrais dire que victoire du Big Show qui bat DDP. Et que ce match-là, bah, il était pas mauvais, mais il était pas non plus mémorable. Donc, je pourrais lui mettre un 3,40 et encore, j'aurais mis, euh, j'aurais mis plus bas, mais je suis pas un énorme enculé. Donc voilà. Ensuite, match pour les titres du monde par équipe à élimination de la WCW. Donc c'est pour les titres par équipe. Et auquel ben, on a les Dudley Boys. Donc oui, les Dudley Boys, Boba Ray Dudley et Devon Dudley, contre The APA, The Acolytes Protection Assurances, donc Bradshaw, donc John Bradshaw Layfield JBL, et Farrokh, Ron Simmons contre les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy. Et ce qui est sûr, c'est que peu importe qui aurait remporté le match, ça aurait été le plus dominant, le plus logique, qui aurait gagné en un rien de temps. Et j'ai pas trop grand chose à dire dans ce match-là, si ce n'est que je sais plus trop qui s'est fait éliminer parmi les deux autres équipes, mais tout ce que je sais, c'est que c'est les Dudley Boys qui vont surpasser les deux équipes en devenant champions du monde par équipe de la WCW. Et du coup, bah, j'ai pas trop besoin de trop développer plus que ça, si ce n'est que c'est victoire des Dudley Boys. Aussi simple et efficace, sans trop me prendre la tête. Donc voilà tout. Ce match-là, je lui ai mis un 4,10.
pour le côté pas mal de boulot en équipe et qu'on n'espère pas trop de s'ennuyer parce que il faut être plus investi à fond, mais c'est vrai que parfois on peut pas toujours être à fond pour tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et là maintenant je passe à un autre match auquel il n'y a pas forcément d'enjeu si ce n'est que WWF contre contre WCW, pardonnez-moi, et auquel c'est le commissaire William Regal ou le commissionnaire William Regal contre Yoshihiro Tajiri. Et du coup, certes, match euh, sympa, mais est-ce que c'est si mémorable? Est-ce que c'est le meilleur match du show? Parce qu'on pourrait dire que pour l'instant, pour moi, à mes yeux, pour moi, le meilleur match, c'est le match par équipe, tant que c'est bien construit, bien raconté. Mais là, c'est un tout petit peu mémorable. Pourtant, William Regal, il comble les chines en montrant son côté très technicien, très technique, mais ça n'a pas réussi à avoir l'effet boule de neige pour que tout le monde s'y intéresse, bien malheureusement. Donc pour ça, ça reste victoire de William Regal qui bat Yoshihiro Tajiri, ou Tajiri seulement. Et du coup, c'est un 3,20. Il s'est passé pas mal de segments s'est enchaîné, mais auxquels j'ai préféré de pas trop en dire parce que j'ai pas envie de le citer et aussi voilà, ça me pompe un petit peu l'air et ça me pompe mon énergie rien que d'en parler. Pourtant, je le fais ça pour vous, pour que vous puissiez intéresser. C'est pas évident, mais je fais de mon mieux. Ouais, donc c'est pas évident d'être concentré, hein. Surtout que moi j'ai des petits problèmes de concentration et du coup je vais là où je sais me concentrer. Donc, euh, donc, donc voilà tout. Donc le match suivant, parce que le match entre William Regal et Tajiri, c'est 3,20. Et ben maintenant, je passe directement match pour le titre du monde poids lourd de la WCW entre Chris Jericho contre Kurt Angle. Et ce qui est sûr, c'est que Jericho était champion jusqu'à ce que dans l'extra auquel je vous avais dit, il perdra le titre contre The Rock. Et du coup, entre les deux, pas mal, vraiment pas mal. Les deux savent vraiment ce qu'ils font. Je n'ai pas besoin de dire beaucoup plus pour vous dire que c'est ennuyeux ou tout, vu comment il se passe des trucs intéressants entre les deux. Les deux, ça se voit que ils montrent à quel point ils peuvent montrer le côté catch plus sérieux, tout en étant à la fois plus technique, mais en essayant emballer le public, et pas emballant, parce que ça ne veut pas dire emballant. Moi, avec mes explications, parfois, il y a que moi pour dire des petits troubadours pareils. Mais bon, euh, entre les deux, c'était très serré, même pour le titre. Et pourtant, Jericho, il va aussi se montrer un peu stratège dans le match, hein. Il y a pas que Kurt qui peut se montrer très technique, très explosif. Jericho s'est montré plus tactique et plus malin. Donc pas mal d'enchaînements s'est suivi et tout, et tout, et tout, et tout. Jusqu'à ce qu'il y a un The Walls of Jericho qui est porté, mais que Kurt Angle n'abandonne pas. Le Ankle Lock est porté, mais il n'abandonne pas. Les tentatives de German Suplex et de Angle Slam vont s'enchaîner. Sauf pour le Angle Slam où à un moment donné ça va passer, mais ça va se jouer à rien en vrai. Uniquement jouer en rien. Et pourtant, après cela, je sais même pas s'il y a eu une distraction parce qu'il faut dire à l'attitude Era, même si la guerre des audiences était totalement finie, l'attitude Era a été loin d'être terminée. Mais c'est vrai que ça partait en boule. Il fallait être hyper concentré pour voir ce qu'il y a à retenir. Parfois, quand je ne retiens pas de ce que je regarde,
Je regarde une deuxième fois pour rattraper la bêtise et la connerie que j'ai fait, même si malheureusement la connerie est déjà faite. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Jericho va tout de même à réussir à s'en sortir en battant Kurt Angle d'une autre manière, en réussissant de le surprendre. Et c'est à cet instant-là auquel il conserve son titre de la WCW. Donc victoire de Jericho. Et ce match-là, c'est un 4,20 auquel c'est le deuxième match de la soirée auquel qui est bon. Même si, encore une fois, les notes que je donne, c'est pas forcément du pur objectivité, c'est du pur subjectif à ma façon. Tout le monde peut avoir un côté subjectif sans être jugé. Et du coup, c'est ce que je fais. Sans trop me prendre la tête, je me montre assez subjectif. Mais bon, plus que 2 matchs après c'est terminé. Donc Lita et Tori Wilson contre The Might Molly Holly et Stacy Kimbler avec Trish Stratus en arbitre spécial féminin. Donc c'était un match de diva tag team où il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est que deux femmes s'affrontent sous la tutelle de Trish Stratus qui arbitre le match. Et du coup, les 4 jeunes femmes vont se donner à fond, même si le match féminin, on va pas se mentir, c'était un peu un prétexte pour aller faire pipi ou manger, boire, sans s'occuper du match en question. Et du coup, c'est vrai que c'était pas non plus la période auquel ça peut être glorieux, même si on va pas se mentir, c'était une période rose pour les jeunes femmes. Ah ouais, donc une période rose, une période auquel ils n'étaient pas forcément très importants qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est mieux, elles sont un petit peu importantes, mais faut pas trop nous prendre pour des pigeons. On sait bien que tout ça n'est qu'un prétexte pour dire que voilà, les femmes maintenant, elles peuvent, euh, elles peuvent avoir surpassé les mecs autant qu'elles veulent. Bref, vous voyez de quoi je parle, mais plus j'y pense, plus je préfère un peu d'oublier toutes ces rumeurs, tous ces trucs auxquels ils sont passés. Pourtant, les deux meilleurs à cette époque, c'était Shaina avant qu'elle se fasse virer, Lita et Trish Stratus, c'était les deux top stars de la division Diva ou Women's de la WWF. Voilà, sans aucun doute, c'était elles les précurseuses de cette future révolution féminin, parce qu'à l'époque c'était une révolution féminin pour tous les deux, vu comment il n'y avait pas beaucoup de catcheuses à jouer dans la cour des grandes avec ces deux-là, clairement. Donc pour moi, sont un peu des pionnières dans ce domaine. Et pourtant, ce match-là, après un travail à deux sérieux entre Lita et Tori Wilson, c'est en fin de compte eux deux qui battent Molly Holly et Stacy Kimbler. Donc voilà, donc ce match-là, c'est un 3,10. Ah non, c'est pas un 3,10, c'est un 3,20. Je l'ai peut-être mal écrit, donc désolé. Donc 3,20, autant pour moi. Et enfin, le main event, c'est pour le titre de la WWE entre Stone Cold Steve Austin contre Dwayne The Rock Johnson. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un peu la revanche de pas mal d'affrontements auxquels ils se sont tenus. Avant que The Rock soit quelqu'un, il s'était déjà affronté. Et même lors de WrestleMania 15, auquel la plupart préfèrent d'oublier, alors que moi je ne l'ai pas oublié. Pour le WrestleMania 17 qui était une tuerie, une dinguerie sans nom. Et du coup, ils remettent le couvercle. Et ce qui est sûr, c'est que les deux ne vont pas se faire de cadeaux. Surtout The Rock qui a une revanche à prendre sur Steve Austin qui a tourné le dos et que c'est un homme de main de l'autorité, de la corporation de Vince McMahon. Parfois ça se dispute, parfois voilà, ça se taquine et tout entre les deux. Et pourtant, parfois, il y avait un genre de désaccord moral entre les deux. C'est arrivé à quelques moments de leur histoire. Et pourtant, malgré tout, ils en sont restés pros. Et, euh, et pour le coup, Austin
veut à tout prix montrer à quel point c'est un champion WWE très dominant et de ne pas laisser l'avantage psychologique à The Rock. Mais sauf que The Rock, lui, il a, euh, il a ce but et cet objectif à prendre, c'est de battre à tout prix Stone Cold pour montrer à quel point il peut devenir champion et qu'il est aussi meilleur que son rival de toujours. Parce que selon moi, certes, les deux, à l'heure aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils sont devenus de bons amis. Et pourtant, bah, sous le ring, ce sont de énormes gros rivaux et auxquels les deux savent comment augmenter le niveau. Il n'y a pas à dire, les deux, c'est des machines à viewer, c'est des machines à cash, c'est c'est du pur main event à son plein. Parce que heureusement qu'ils n'ont pas mis un match de main eventer où il y a que des no-name qui n'ont pas leur place dans le main event. Et heureusement, le match, j'ai pas besoin d'en dire, hein. Les deux font ce qu'ils font de mieux. Stone Cold fait du Stone Cold, The Rock fait du The Rock. Et les deux nous préparent de la magie dans l'air. Et après cette fameuse magie auquel ils nous ont montré par leur talent dans le ring, bah, c'est sûr ça va beaucoup plus accentuer sur le sharpshooter, accentuer sur le côté brawling de la part de Stone Cold. À un moment donné, je pense qu'il va avoir un ref bump et du coup l'arbitre il fait la sieste ou alors il est dans un coma auquel ça va permettre à Stone Cold de agir plus vicieusement ou The Rock, même que ce dernier essaie de le maîtriser avec un sharpshooter. Oh là là, excusez-moi. À un moment donné, j'avais envie de bailler, donc il le maîtrise un car sharpshooter, certes qui n'est pas la plus belle de tous, mais qui le maîtrise tout de même. Et pourtant, ça ne suffira pas. Et il va avoir intervention de Kurt Angle, qui avait déjà combattu Jericho, et qu'il se mêle directement au match en, en faisant du 2 contre 1 entre Stone Cold et Kurt Angle, jusqu'à ce qu'il y a Chris Jericho qui arrive et qui préfère chasser tout simplement Kurt Angle et de mettre un coup également à Stone Cold pour poursuivre son attaque et laisser entre les deux. Et je crois que c'est à cet instant T-là auquel il va avoir... il me semble qu'il va avoir... il va avoir un genre, un petite interruption lorsque lorsque The Rock se relève, il va blâmer Jericho comme quoi c'est lui qui l'a frappé coup de chaise en pleine tête alors que c'était Kurt Angle. Et pourtant, ils vont s'envoyer des énormes mandales. Et c'est à cet instant-là auquel je crois Stone Cold Steve Austin arrive à le surprendre avec un Stone Cold Stunner. Et c'est à ce moment-là auquel monsieur l'arbitre, qui avait bien pris la sieste, décide de revenir et d'effectuer le pin gagnant pour Stone Cold Steve Austin. Donc c'est Steve Austin qui reste toujours champion de la WWE et qui clôture ce show tout simplement. Voilà. Donc ce match-là, c'est un 4,50 parce que c'était absolument génial entre The Rock et Stone Cold. Et du coup, pour tout ça, les matchs, les bonus, les bonus, segments promo et interview et l'ensemble, c'est un 4,5. Je mets un 4,5 pour ce DVD. Bon, j'espère que ça aura été utile, même si encore une fois rien n'est objectif dans ce que je dis. Et pourtant, je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut!